Bonjour à tous. Merci Sabine et Sophie pour cette invitation. C'est un plaisir de participer à cette journée scientifique. Donc aujourd'hui, comme attendu, je vais vous parler de la maladie de Ranvier-Osler et de ses modèles précliniques. Plus spécifiquement, je vais m'intéresser aux modèles de souris qui sont très bénéfiques dans ces approches, notamment, comme tu l'as dit, Sophie, en essayant de pousser les systèmes au maximum avec des combinaisons de drogues, par exemple. Et je finirai mon topo en parlant brièvement des approches thérapeutiques les plus prometteuses qui ont été testées dans ces mêmes modèles de souris. Donc, comme vous le savez tous, je suis sûr, la caractéristique histologique clé de la maladie sont les malformations artério-veineuses, AVM en anglais. Je vais essayer de sortir le pointer ici. Voilà. Les AVM qui sont des connexions directes entre une artère et une veine, et les risques associés à ces AVM sont multiples, mais principalement un risque hémorragique et ischémique. Et bien sûr, ces AVM peuvent être retrouvés dans de multiples tissus et organes, comme la muqueuse du nez, la peau, les poumons, le foie, les intestins ou encore le cerveau. Voici la signalisation qui est, on en a déjà parlé ce matin, mais voici la signalisation affectée, qui est directement affectée par la maladie de Ranvier-Osler. Il s'agit d'une maladie génétique autosomique dominante causée par des pertes de fonction, des mutations de perte de fonction, pardon, dans les gènes de l'endoglyne, de l'ALK1 et du SMAD4. Des rares cas ont été également identifiés avec des mutations dans les facteurs extracellulaires, le BMP9 par exemple. Et comme vous pouvez aisément le voir dans cette diapositive, le BMP9, l'endoglyne, l'ALK1 et le SMAD4 font tous partie de la même voie de signalisation qui appartient à la famille du TGF-bêta et qui conduit à l'activation des SMAD1, 5 et 8 et au contrôle transcriptionnel, et ça c'est très important, de gènes spécifiquement impliqués dans la quiescence vasculaire. Donc, comment cette voie de signalisation régule la quiescence vasculaire? On en a déjà beaucoup parlé ce matin avec la présentation du docteur Ricard. Eh bien, de nombreux travaux s'accordent à dire que l'ALK1, l'activité de l'ALK1, contrôle une voie de signalisation contrôlée par différents récepteurs. On a déjà beaucoup parlé du récepteur pour le VEGF, l'angiopoïétine 2. Le SDF est aussi un facteur important qui se lie au CXCR4 et donc l'activité ALK1 a un contrôle négatif sur toutes ces voies de signalisation et dans la maladie de Ranvier-Osler, la perte de ce contrôle répressif sur l'axe pro-angiogénique de la maladie contribuerait plus ou moins directement à la formation des AVM. Donc, qu'est-ce qu'il en est des modèles de la maladie de Ranvier-Osler? La première approche dans les souris a été de générer des knockouts, des KO constitutifs pour les gènes de l'ALK1 et de l'endoglyne, visualisés ici dans cette première colonne, qui se sont avérés être incompatibles avec le développement et donc très difficiles à étudier pour la maladie. La seconde approche a été d'utiliser la technologie Cray-Loxp pour générer des KO inductibles spécifiquement dans les cellules endothéliales pour l'ensemble des médiateurs de la voie de l'ALK1, comme vous pouvez le voir ici, et dans cette deuxième colonne. On s'est aperçu que dans ces modèles, si l'on étudiait
les nouveau-nés, donc l'angiogénèse postnatale, plus spécifiquement, de nombreuses lésions vasculaires, de nombreux AVM pouvaient être identifiés. Donc, en addition, en plus de ces AVM dans ces modèles, on s'est aperçu que plusieurs déficits au niveau cellulaire existaient et sont résumés ici dans cette revue que je vous invite à consulter de Helen Arthur, qui indique que la migration des cellules endothéliales à l'encontre du courant sanguin est affectée, que le contrôle de la prolifération de ces mêmes cellules endothéliales est également affecté, que le contrôle de leur taille est largement inhibé, et enfin la couverture péricytique de ces cellules endothéliales dans les vaisseaux est fortement désorganisée. Enfin, on s'est aperçu dans ces modèles, mais aussi dans l'analyse de biopsie de patients, qu'il existait 3 facteurs déclenchants dans la maladie. Si les mutations sont importantes, elles ne sont pas suffisantes. Il y a des facteurs déclenchants qui sont nécessaires pour l'apparition de la maladie chez les patients, mais aussi chez les animaux. Et le premier facteur déclenchant serait probablement l'apparition de mutations somatiques dans les mêmes gènes de l'ALK1 et de l'endoglyne. L'inflammation est très importante, et enfin l'angiogénèse qui bien sûr est associée au phénomène d'inflammation. Une observation particulièrement importante dans ces modèles est la formation d'AVM dans la rétine. On en a déjà parlé ce matin. Les souris, on savait auparavant, avant l'étude, toutes ces études faites sur la maladie de Ranvier-Hössler, que la rétine de souris est un modèle excellent d'étude de l'angiogénèse. Les souris naissent aveugles, à l'inverse de nous, et c'est dû à une absence de vascularisation de la rétine, et cette vascularisation se développe très rapidement dans les 21 premiers jours, ce qui offre des opportunités uniques d'étudier le développement des vaisseaux après la naissance de ces animaux. On a été un des premiers groupes à montrer qu'il existait une fenêtre de développement vasculaire autour du 3e jour. Je suis désolé, je n'arrive pas à utiliser le pointer, voilà. Autour du 3e jour, pendant laquelle l'inhibition de l'ALK1 permettait la formation des AVM, comme vous pouvez le voir ici dans cette représentation en bas, où de nombreuses connexions artério-veineuses se développent autour du nerf optique. Et dans ce modèle que nous avons publié en 2016, nous avons utilisé une approche de neutralisation de la voie de signalisation qui consiste à injecter des anticorps neutralisants pour le BMP9 et le BMP10. Donc, cette approche en fait d'études dans la rétine s'est inspirée de travaux qui ont été publiés en 2012 par le laboratoire de Sabine, qui a montré que des animaux déficients pour le gène du BMP9 et injectés avec des anticorps neutralisants pour le BMP10 engendraient une très forte augmentation de la vascularisation dans la rétine, et on sait maintenant que cette augmentation de vascularisation est due à une dérépression de l'angiogénèse, et ces travaux ont été un an plus tard confirmés par Genentech dans cette publication dans PNAS. Le chaos inductible maintenant de SMAD4 et des SMAD 1 et 5 ont été obtenus, et ces knockouts, ces cellules KO, permettent effectivement la formation d'AVM, comme vous pouvez le constater ici et là, dans la rétine, dans ces mêmes modèles rétiniens, en comparaison avec leurs contrôles respectifs.
Des modèles adultes qui utilisent cette même technologie d'endogline et de ALK1 knockout inductible dans les cellules endothéliales a été obtenu. Dans ce cas-là, il s'agit de malformations qui se sont développées dans la peau. Ces travaux ont été faits par le laboratoire de Dr. Polo en Arizona. Et la méthode utilisée pour induire l'angiogénèse dans ces situations a été d'induire une perforation de la peau de l'oreille à ce niveau-là et ici. Et comme vous pouvez le constater, dans les souris déficientes pour l'endogline ou pour l'ALK1, des AVM se sont développés en comparaison avec leur contrôle ici à gauche. Le groupe de Ouassou à USF a également montré que des souris adultes KO inductibles de l'endogline pouvaient servir de modèles cérébraux pour induire l'angiogénèse nécessaire à la formation de ces AVM dans ce cas-là. Leur approche a été d'injecter des AAV qui surexpriment le VEGF. Comme vous pouvez le constater, les AVM se sont formés. Notre groupe travaille à l'heure actuelle sur de nouvelles méthodes de visualisation des AVM. Dans le cerveau de souris, nous avons utilisé ces mêmes souris KO inductibles pour l'endogline et il s'agit de nouveau-nés dans ce cas-là, marqués avec un gène rapporteur pour les cellules endothéliales, marqué en rouge dans cette visualisation, et scannés en microscopie LSF. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous avons scanné la tête de la souris dans son intégralité. L'avantage de ne pas extraire le cerveau de la boîte crânienne est que l'on n'affecte pas la vascularisation superficielle et on s'est aperçu par cette technique qu'on pouvait identifier, comme vous pouvez le voir ici et là, des malformations. Donc on espère par ces techniques d'augmenter l'efficacité d'identification des AVM, mais aussi au niveau stéréologique, mais aussi leur quantification, non seulement dans le cerveau, comme vous pouvez le voir ici, dans ces modèles qui expriment les cellules endothéliales marquées, mais aussi dans le foie ou les poumons. Nous travaillons également sur un modèle de souris adulte exprimant une mutation pathologique de l'ALK1. Ici, un exemple est une mutation à la position 372 dans le domaine kinase de l'ALK1. Et on s'est aperçu que dans ces souris, comme vous pouvez le voir en bas, dans ces visualisations, ces souris développent au cours du vieillissement des malformations non seulement dans les poumons, mais également dans le foie, et avec l'apparition de fistules notamment assez prononcées dans le foie. Et si l'on analyse plus en détail ces lésions, on observe une très forte désorganisation de la couverture péricytique de ces lésions. Et enfin, une dilatation de la microvasculature hépatique a été observée dans ces animaux. En ce qui concerne les différentes approches cliniques et précliniques, je vous invite à consulter cette excellente revue qui vient juste d'être publiée par le groupe de Sabine en collaboration avec le docteur Dupuy-Giraud. Dans les boîtes de couleurs sont annotées les différentes approches thérapeutiques en cours et leur degré d'avancement pour certaines. En vert, j'ai indiqué les différentes approches qui ont été initiées à partir de travaux publiés par mon laboratoire. Et comme vous pouvez vous voir très clairement, la plupart de ces approches s'intéressent à bloquer l'axe pro-angiogénique de la maladie. Une exception
à l'heure actuelle est le tacrolimus que nous avons identifié en 2017, qui s'attaque directement à augmenter l'activité kinase du récepteur de l'ALK1. Et c'est une caractéristique intéressante parce qu'on s'attaque à la source du problème et non pas aux conséquences pro-angiogéniques. Enfin, nous collaborons à l'heure actuelle avec la startup Diagonal Therapeutics qui a développé un anticorps spécifique d'un complexe particulier qui contient l'ALK1 et qui est associé à une activation directe de l'ALK1 en l'absence de ligand, mais aussi en l'absence d'endoglines dans les modèles cellulaires et murins que nous avons testés. À la fin de cette année, nous présenterons les résultats de ces études au congrès sponsorisé par la fondation QHHT à Mandelieu. Donc, pour finir, je voudrais remercier mon groupe au Feinstein Institute à New York pour leur travail remarquable. Merci également à nos collaborateurs et sponsors pour les différents travaux que j'ai vraiment très rapidement présentés. Et enfin, nous recrutons. Donc, si vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un qui est intéressé de faire un postdoc dans mon labo, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Philippe, pour ce résumé des différents modèles qui existent et pour beaucoup que vous avez développés. J'imagine que pour les nouveaux traitements sur les agonistes, vous ne pouvez pas en dire plus avant Cannes, hein, c'est ça? Bon, je ne poserai pas de questions. Ce que je peux simplement dire, c'est que c'est un anticorps bispécifique, donc qui a des capacités de clustering de différents composants du complexe. J'ai parlé d'endogline qui n'était pas nécessaire dans cette activité, donc c'est d'autres composants, mais je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a des composantes qui m'échappent à ce moment-là. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sur votre modèle avec la mutation P37, etc., est-ce que ça mime un petit peu la maladie humaine? Est-ce que toutes les souris présentent ces anomalies ou est-ce que c'est qu'un pourcentage? À partir de quel âge? Oui. C'est une très bonne question. On est en train de regarder ça de plus près. On pense qu'à peu près les 2/3 développent des lésions. Et c'est très tard, autour de 20 à 23 mois, qui est un âge très avancé pour une souris. Donc on n'a pas un match, si vous voulez, qui est très clair, qui est parfait par rapport à ce qui se passe chez l'homme. Et on ne voit pas, en dehors de ces lésions dans le foie, principalement le foie et ensuite les poumons, on ne voit pas d'autres déficits ailleurs. Donc, ça semble être très spécifique de ces tissus. Elles n'ont pas un gros cœur? On n'a pas de cardiomégalie, on n'a pas d'anémie non plus. Et on a des souris qui survivent au-delà. En général, 50% des souris Black 6 meurent à 25 mois. Donc, on a des survivors autour de 25 mois. Il y a certaines souris qui n'ont absolument aucun problème et ont la mutation. Donc, je pense qu'il faut jouer sur ces facteurs déclenchants dont j'ai parlé et on travaille sur l'inflammation. On espère pouvoir prendre des souris à 6 mois, par exemple, induire une inflammation d'un type spécifique et voir si on arrive à causer en tout cas des lésions au niveau du foie. Ça serait déjà bien pour le modèle hépatique. Oui. Merci beaucoup. C'était très clair. J'ai une question technique sur le microscopie LSF. Il faut décalcifier du coup la boîte crânienne ou non, on peut passer comme ça les souris? Donc là, dans ce cas-là, on a fait un clearing donc, conventionnel avec du DABB. Donc, et après, le scanning est parfait dans ces conditions. On utilise le reporter, c'est
TDT Tomato, donc c'est extrêmement puissant. Peut-être avec d'autres marqueurs fluorescents, ce serait moins efficace. Et vous faites aussi des enjeux scalaires ou des IRM avec des séquences particulières pour confirmer? Non, on n'a pas lancé ce type d'approche. Ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est de faire du Doppler pour essayer de regarder l'apparition des AVM dans le foie. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, surtout chez les souris adultes. Sur les nouveau-nés, c'est très compliqué, c'est petit, comme vous l'imaginez, mais pas d'autres techniques au-delà de ça. Si je peux, une dernière question. Je n'ai pas compris en fait comment marchait le tacrolimus dans l'HHT parce que il se bloque, enfin je dis à FKBP 506, il Voilà. bien quand on faisait de la greffe et puis sur la calcinerie, mais ensuite le lien, parce que c'est bien connu que c'est un effet vasoconstricteur pour quand on donne aux patients transplantés, mais je ne sais pas si c'est... Donc sur la L1, ce que Marlene Rabinovich avait montré avant nous, qu'il y avait un effet de removal de FK binding protein 12 et d'activation de ALK1, 2 et 3. Donc ça, c'était déjà connu dans les cellules pulmonaires endothéliales. Donc nous, on a confirmé que dans les cellules de foie, c'était le même mécanisme, mais aussi dans d'autres types cellulaires qui contiennent des mutations rendu-ossellaires. Donc ça passe par le mécanisme de dérépression associé au FK binding 12 et d'où le risque, bien sûr, d'effets secondaires sur toutes les autres cibles. Oui. Juste une petite question rapide. J'imagine que vos souris, au niveau homozygote, elles ne survivent pas. Vous les gardez en hétérozygote, elles avaient la mutation. Et il y a Douglas Marshall qui, il y a quelques mois ou même année, a publié qu'il y avait peut-être un second hit dans les génétiques des patients. Est-ce que vous avez cherché si dans vos souris, c'est ce qui se passe, qu'il y aurait un second hit génétique qui expliquerait l'apparition des liaisons assez tardivement? Donc, pour la première question, oui, les homozygotes ne survivent pas. On a les datas. Cette mutation est particulière parce qu'on a aussi les cellules BOEC, donc les Blood Outgrowth Endothelial Cells, pour cette même mutation venant des patients. Il y a un mécanisme de clearance par la NMD, donc la mutation est complètement clearée. Donc, on est dans une haploinsufficiency pure. Dans les souris, on a pu confirmer que cette NMD était active aussi. Donc, logiquement, dans les homozygotes, toutes les formes mutées sont clearées. Donc, on se retrouve dans un homozygote classique de délétion. Ce qui est intéressant dans le cadre des patients, à savoir, on va avoir des groupes de patients qui sont ciblés par la NMD et d'autres qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est quelque chose que le Dr Chauve étudie. Pour la deuxième question, en relation avec... j'ai oublié la deuxième question, pardon, c'était... Le hit génétique de Douglas Marshall. Voilà. Donc, on a une collaboration avec Doug, où on a envoyé effectivement ces lésions pour séquençage. Et Doug est en train de regarder si effectivement, sur l'allèle opposé sur ALK1, s'il y a des mutations génétiques qui pourraient expliquer ce qui se passe. À l'heure actuelle, soit la fréquence est trop faible, et on a un phénomène d'amplification qu'on ne peut pas capturer dans leur technique, soit il y a autre chose lié au vieillissement. Céline. Une dernière question. Oui. C'était très clair. Je voulais juste est-ce que vous essayez de backcrosser ces souris dans un fond génétique 129 pour essayer de voir si vous augmentez la fréquence des... Alors non, on n'a pas commencé à faire ça, mais c'est effectivement une très bonne idée. C'est non seulement essayer de modifier les facteurs exogènes, mais aussi endogènes avec le background génétique qui pourrait aider notamment avec le 129A. Mais c'est une bonne idée. À l'heure actuelle, elles sont en pure Black 6, donc on peut tout à fait envisager de faire ça. Oui. Merci beaucoup Philippe pour cette très belle